Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle conférence en direct. Donc, Conferencia, c'est la première communauté dédiée aux conférences en France. Nous organisons chaque semaine plusieurs conférences sur tous les sujets, que ce soit l'histoire, les sciences, l'art, la philosophie, le développement personnel ou encore la technologie. Donc, on va attendre quelques minutes que vous ayez tous le temps de vous connecter avant de débuter cette conférence. Je vois que vous êtes déjà plus de 70 personnes à être là, donc c'est super. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis. Donc, pour vous reparler un peu plus en détail de Conferencia, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est construire un endroit unique sur Internet dans lequel on vient pour s'enrichir, pour développer ses connaissances et discuter d'idées passionnantes avec des intervenants passionnés. On vous remercie pour votre soutien et votre implication dans le développement de cette belle communauté parce que nous sommes aujourd'hui plus de 30 000 curieux réunis sur notre page Facebook. Et nous avons encore besoin de vous pour aller plus loin et continuer à faire grandir cette communauté. Donc, comme je le disais plus tôt, n'hésitez pas à aimer les publications et surtout à partager les contenus avec votre entourage. Pour être tenu au courant de nos prochaines conférences, vous pouvez aimer la page Conferencia et également activer les notifications. Nous sommes impatients de développer ce beau projet avec vous. Ce soir, nous sommes ravis de vous retrouver pour une conférence organisée en partenariat avec le Musée des Blindés de Saumur. Nous remercions chaleureusement le capitaine Jean-Baptiste ainsi qu'Adrien Guinobeau pour leur aide précieuse qui a permis de concrétiser ce beau partenariat. Jean-Baptiste, qui est conservateur adjoint des musées militaires de Saumur, en charge du musée des Blindés, vous propose ce soir une conférence pour vous initier à l'impressionnante histoire des chars. Le capitaine Jean-Baptiste est donc conservateur adjoint au pôle muséal de Saumur et adjoint référent patrimoine de l'armée de terre. Diplômé en muséologie et en histoire, il est l'auteur de plusieurs travaux sur les blindés, notamment en 2018 Renault FT, le char de la victoire, aux éditions Memorabilia. Il est également, depuis 2017, membre du réseau Histoire de l'armée de terre. Je vais maintenant lui laisser la parole et je vous souhaite à tous une très belle conférence. Bonsoir à tous. Bienvenue à la conférence des musées militaires de Saumur sur le thème les chars d'assaut 100 ans d'histoire. Mon propos se voudra généraliste car retasser une histoire aussi riche en 45 minutes contraint à faire des choix. Partant du principe qui meut la réflexion tactique pour nous militaires, choisir c'est renoncer. Il ne sera ici question que de blindés français avec parfois quel que soit l'étranger afin d'étayer la réflexion. Autre choix, cette fois complètement assumé, quasiment tous les engins dont il sera question sont des engins que vous pouvez voir au musée des blindés de Saumur. Ceci afin d'illustrer mon discours pour l'incarner, car pour moi, l'histoire ne peut se concevoir qu'avec le patrimoine qui lui donne corps, véritablement. Le musée des blindés de Saumur est une entité tripartite avec des collections appartenant à l'État français, qui est gérée par des conservateurs du point de vue scientifique, donc conservateur militaire, dont je suis l'un des représentants, avec une équipe de mécaniciens qui permet d'entretenir ce patrimoine vivant. Nous travaillons aussi en lien avec l'association de soutien, donc, qui, elle, est en charge d'ouvrir le musée et qui nous fournit aussi des subsides afin de pouvoir entretenir ce patrimoine vivant. Enfin, troisième partie, les bénévoles, qui sont en quelque sorte l'armée de l'ombre, ou l'armée des ombres, et qui sont toutes ces petites mains qui œuvrent dans le week-end, le soir, à bichonner l'ensemble de ce matériel. Vous voyez, donc le musée des blindés de Saumur est véritablement une identité à part, car c'est un musée qui s'attache surtout à faire fonctionner ces engins, à les rendre vivants pour le visiteur. Revenons-en au propos. Le lien qui lie la France aux chars d'assaut ou de combat remonte véritablement aux origines de leur engagement au front, ce front de l'Ouest qui nous est bien connu en France lors de la Première Guerre mondiale. Pour plus de lisibilité, le déroulé de cette conférence se voudra chronologique, se scindant en 3 grands blocs, qui seront tout d'abord la Première Guerre mondiale, ensuite l'entre-deux-guerres et la Seconde Guerre mondiale, pour passer tranquillement sur l'après-guerre, période dans laquelle, historiquement, nous sommes toujours. Le général Etienne, dès 1915, professe d'une certaine manière que le belligérant qui arrivera à amener un canon de 75 mm sur le champ de bataille au plus près des troupes sera celui qui remportera la guerre. C'est véritablement cette réflexion qui va nourrir le débat, qui va surtout nourrir les idées, assez diverses, il faut l'avouer, pour sortir de l'embourbement.
Après une phase sanglante de guerre de mouvement, la Première Guerre mondiale devient statique. C'est ce que nous qualifions la guerre de tranchées. Il devient alors nécessaire de trouver de nouvelles solutions, et c'est ainsi qu'après plusieurs essais, tout d'abord de modification de la tactique, je pense au fameux joli grignote de Joffre, d'emploi des glaces, d'emploi de l'artillerie lourde, l'année 1916, elle, va s'ouvrir sur les meurtriers combats de Verdun, où l'artillerie va devenir prépondérante. Des concentrations d'artillerie comme il n'en a encore jamais eu, mais là, encore une fois, rien n'y fait. L'homme tient face au fer et l'artillerie conventionnelle s'avère inopérante face à la volonté des soldats. L'innovation, voilà véritablement la solution. L'équation à résoudre est pourtant simple. Être en mesure d'ouvrir la voie à l'infanterie à travers le no man's land, être en mesure d'ouvrir la voie à l'infanterie à travers le no man's land, tout en prodiguant des feux et en étant en mesure de résister à la ferraille du champ de bataille. C'est bien là quelque chose qui paraît simple, mais parfois compliqué à concrétiser. Une partie de la solution est donnée avec la motorisation. Revenons un petit peu à l'histoire du moteur. C'est une invention qui est récente, qui date de la fin du 19e. Les armées commencent à se l'approprier en ce début de conflit, mais là, c'est véritablement cet élément qui va faire que le char va devenir viable. Il est intéressant de constater qu'aujourd'hui encore, l'équation fondamentale demeure la même et que les principes fondateurs d'un char de combat se résument au triptyque mobilité, feu, protection. L'engin idéal serait celui qui combine ces trois à leur maximum. Or, comme je vous l'ai expliqué en préparation de la présente, il faut faire des choix. Et ces choix passent par deux dominantes. Deux dominantes qui sont d'une part la mobilité et le feu, c'est-à-dire avoir un char très rapide et armé, et l'autre, la protection et le feu, c'est-à-dire avoir un char très lent et très robuste qui prodigue des feux. Vous me direz qu'il manque encore une combinaison, qui est celle de la protection et de la mobilité. Celle-ci ne rentre pas dans notre propos, car le char de combat est un engin offensif. Il faut qu'il puisse prodiguer des feux. Le combo mobilité-protection correspondrait plus à un engin blindé d'infanterie. Alors, aujourd'hui, il nous est facile de concevoir un char, car nous disposions d'un siècle d'expérience, heureuse ou malheureuse dans la matière. Revenons en 1916, aux origines. Donc, l'évolution humaine fait que, comme je l'ai dit, nous ne partons jamais d'une feuille blanche. À cette époque, les premières automitrailleuses sont en service. Ce sont généralement des châssis civils habillés de blindage. Or, elles ne sont pas du tout adaptées aux combats qui se mènent, car elles ne servent que sur les routes ou les chemins. De l'autre côté, le monde civil, et notamment le monde agricole, découvre le tracteur Baby Holt, avec un système de chenilles. Donc, nous avons d'un côté un véhicule militaire qui ne répond pas aux attentes, et de l'autre, une innovation civile qui est porteuse d'une mobilité sur terrain bouleversé. C'est bien ça, cette combinaison des deux techniques, qui va commencer à donner naissance à un embryon de char. Il faut bien rappeler qu'avant cette Première Guerre mondiale et l'embourbement de la course à la mer, certains officiers ont déjà pensé à des solutions, des précurseurs des chars de combat. Mais force est de constater qu'au moment de leur conception, dans les années 1900-1910, le besoin ne se faisant pas ressentir, tous ces projets avortent, car l'état-major n'y croit pas, car ne répondant pas aux exigences de la guerre moderne d'alors. Mais la guerre est un objet mouvant. Le premier char à connaître le feu est le Mark I britannique, lors de la bataille de Fer sur la Somme en 1916. Je parle de tank Mark I, car le terme tank est le mot code qui servait à cacher à l'espionnage allemand l'existence de ces nouvelles machines. Le réservoir, donc, c'est ce que nous donne souvent Google Traduction, naît ainsi sur une volonté de dissimulation d'une arme nouvelle. Arme nouvelle conçue de manière assez intéressante par des chantiers navals, qui étaient les seuls à avoir la technique de blindage et d'assemblage de grandes pièces.
Il est à noter que ce terme de tank est passé à la postérité car il désigne dans nombre de pays l'engin de manière générique. Néanmoins, lors de ce premier engagement, l'effet de surprise est atténué par des pannes qui frappent autant les engins que les obus ennemis. Dès lors, il n'y a plus de surprise. Les Allemands savent qu'ils ont désormais un nouvel ennemi, une nouvelle arme en face d'eux, et ils ont conscience que cette arme est balbutiante. Je reviendrai sur ce point-là lorsque je traiterai un peu plus précisément des blindés allemands durant la Première Guerre mondiale. Le Mark I dispose d'une solution qui est novatrice, c'est-à-dire un train de roues à l'arrière qui devait lui permettre de tourner. Cette innovation est certes cette fois malheureuse, et les équipages étaient obligés de ce qu'on appelle jouer des bandes, c'est-à-dire jouer de chaque côté des chenilles, pour pouvoir diriger leurs engins. Il est à noter que c'est toujours le même principe qui permet de guider nos chars aujourd'hui. Là, je parle des Britanniques, mais les Français ne sont pas en reste. Les Français ne sont pas en reste, car, comme j'avais parlé au début de mon propos, le général Etienne, lui aussi réfléchit à un cuirassier terrestre. Cuirassier terrestre dont vous avez un exemplaire ici à l'écran avec le Schneider, qui est véritablement un engin pensé par le général Etienne. Donc, nous avons un train de chenille issu d'un tracteur Baby Holt avec un canon de 75 mm que vous voyez juste en face de nous. C'est un canon dit de blocos qui était utilisé par l'infanterie. Cet engin va rapidement montrer quelques limites et comme vous pouvez le voir, une deuxième couche de blindage a été réappliquée. Je traiterai cela aussi de cette évolution lorsque je parlerai des réactions allemandes, encore une fois. Autre engin, le char Saint-Chamond. Le char Saint-Chamond, alors, attendez, hop. Je vais y arriver, je vous avoue tout de suite. Le char Saint-Chamond est un engin qui, lui, a été développé non pas par les équipes d'Étienne, mais par le service automobile. Il faut bien avoir conscience qu'à cette époque, il y a une certaine forme de guerre, de concurrence entre deux services. Et voilà pourquoi l'armée française arrive, d'une certaine manière, en ordre dispersé sur le champ de bataille. La primauté de l'engagement reviendra tout de même au général Etienne, enfin l'engin du général Etienne, qui sera le premier engagé le 16 avril 1917 à Berry-au-Bac. C'est aussi à cette occasion que les chars de combat connaîtront leur première perte, avec la mort du commandant Bossu à la tête de son char, le Trompe-la-Mort. Comme quoi, parfois, donner un nom à son engin est prémonitoire. Il faut bien avoir conscience que ces engins sont des casemates roulantes. Les équipages partagent leur existence entre le moteur, l'armement, les munitions. Il y a une certaine promiscuité. Promiscuité qui rend l'atmosphère étouffante parce que la chaleur du moteur, parce que la tension du combat, mais aussi les gaz d'échappement qui ont la fâcheuse tendance à pénétrer dans l'habitacle. Les premiers équipages de chars, notamment de chars Mark I, mettent parfois jusqu'à 48 heures pour se remettre d'une seule journée en char. Donc c'est véritablement quelque chose d'éprouvant. Nous sommes sur des engins qui, en termes d'évolution, on peut parler de pré-série. Et pourquoi je vous expliquerai pourquoi je parle de pré-série lorsque je parle de ces deux engins. Ces premiers engagements vont tout de même amener des évolutions. Tout d'abord, l'ennemi. L'ennemi a rapidement conscience qu'il y a des hommes à l'intérieur de ces engins. Ils vont chercher à ouvrir les trappes, à grenader, mais aussi à les détruire, de manière plus conventionnelle avec leur mitrailleuse. C'est ainsi que les Allemands vont faire usage de la balle K, donc la balle blindée, sur mitrailleuse Maxim, et vont ainsi chercher à percer cette cuirasse, parce qu'ils ont déjà l'expérience des cuirasses de guetteurs, et ils savent que les épaisseurs de blindage assez fines peuvent être percées par cette balle.
C'est pourquoi sur le Saint-Chamond, vous avez vu précédemment, il y a une double épaisseur de blindage afin de stopper ces nouvelles balles. Du côté français, nous avons parlé de l'engagement du char Schneider. Il faut bien avoir conscience que le réservoir d'essence se situe à l'apron, ce qui est quand même peut-être un peu malheureux lors d'un coup au but, car tout de suite, les balles enflamment le réservoir. C'est ainsi que sur les modèles suivants, les réservoirs seront déportés à l'arrière de l'engin, en zone moins exposée. Enfin, le char est destiné à accompagner l'infanterie. Or, le char, à cette époque, est un engin un peu pâteau, et il va nécessiter, lui aussi, d'être aidé par de l'infanterie. Donc, je pense notamment au 262e régiment d'infanterie, qui devient véritablement le régiment d'accompagnement des chars d'assaut, et qui ont des équipes spécialisées dans l'aide au franchissement et l'appui des engins qui doivent appuyer l'infanterie. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'était la vérité. C'est un fait historique avéré. L'évolution arrive véritablement avec le char FT. Donc, le char FT est un engin qui apporte une révolution. J'ai parlé d'évolution, mais le terme révolution serait peut-être plus adapté. C'est un engin qui est conçu par Louis Renault. Louis Renault est un industriel qui a l'habitude de construire alors non pas des véhicules, mais plus de l'outillage. Il a néanmoins une idée très intéressante, c'est la compartimentation de l'espace dans son engin. C'est-à-dire que vous avez un espace moteur, une cloison, un espace combat. Tout de suite, ça évite des problèmes de chaleur, des problèmes de gaz d'échappement. Il faut tout de même remarquer que cette compartimentation est toujours d'actualité dans nos chars. Donc, le concept date de plus d'un siècle et est toujours pérenne. Deuxième innovation sur le char de Louis Renault, c'est un train de roulement extérieur. Vous aurez remarqué sur le Saint-Chamond qui est toujours à l'écran que le train de roulement est dessous, ce qui contribuait à accumuler la boue sous l'engin et aussi à ses mauvaises capacités de franchissement. Le char Renault FT, pour sa part, lui, a un train de roulement extérieur qui permet une meilleure évolution, une meilleure accroche du terrain. Voilà. Je vais juste, Adrien, je fais juste un petit, j'arrive pas. Petit problème de PowerPoint, on va dire que c'est le direct. Désolé. Voilà. Merci Adrien Guimbaud qui m'appuie dans cette manœuvre périlleuse. Je reprends mon propos sur le FT. Donc le FT, comme vous pouvez le voir à l'écran, est un engin qui est doté d'un train de roulement extérieur qui permet de meilleures évolutions et une meilleure évacuation de la boue. C'est un engin qui est petit, qui est agile et qui se déplace facilement, car on va dire que c'est un peu technique, mais le rapport chevaux-tonnes de la motorisation lui est plus favorable. Enfin, troisième et dernière innovation, la tourelle. Vous avez vu sur les engins précédents, comme sur le Mark I, l'armement est fixe en casemate. Et la véritable innovation de Louis Renault sur un char, car la tourelle existait déjà auparavant, c'est d'avoir un armement à révolution à 360 degrés. Ces trois caractéristiques, la compartimentation, le châssis, le train de roulement à l'extérieur du châssis et la tourelle, sont trois caractéristiques qui sont toujours d'actualité sur nos chars de combat. Donc, je me permets d'asséner, de dire que le Renault FT est en quelque sorte le père de tous les chars, car il porte en germe le concept du char de combat moderne. Bon, néanmoins, si on reprend le point de vue de l'équipage, même s'il est séparé de son moteur, il continue toujours de vivre au milieu de ses munitions, avec son pactage, et un élément fâcheux sur Renault FT, que lorsqu'il y avait rupture de la courroie de ventilation, un jet d'huile avait tendance à passer à travers l'habitacle qui venait pour brûler aussi le pilote. Ceci explique peut-être aussi la présence de vestes en cuir parmi les équipages.
Cette veste en cuir n'est pas anodine parce que c'était un modèle de veste en cuir en usage au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Donc c'est une veste de protection contre le feu. Gardons toujours à l'esprit que le char, s'il peut prodiguer des feux, peut les recevoir et s'il n'est pas touché au but, souvent l'incendie se propage à l'intérieur. Vous allez me dire, désormais, là je parle du point de vue français, que font les Allemands? Les Allemands, eux, trouvent une parade à ces nouveaux chars, enfin surtout aux anciennes générations, ils vont élargir leurs tranchées. C'est pour cela qu'en 1917, lors de l'établissement de la ligne Hindenburg, vous avez des tranchées qui peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres, devenant, avant l'heure, de véritables fossés anti-chars qui assuraient aussi la protection des soldats. Le panorama ne serait pas complet, du point de vue allié, si je ne vous parlais pas des grandes offensives de 1919. Vous allez me dire, est-ce de l'Uchronie? C'est de l'Uchronie, mais d'époque, car plusieurs chars très lourds sont conçus, des chars de rupture sont conçus pour participer à ces grandes offensives de 19. Nous avons vu, ces grandes tranchées constituent un obstacle infranchissable pour les chars moyens. Il est donc question de construire de superchars. Je pense notamment au char Liberty et au char FCM2C. Le char Liberty est un projet interallié dont l'usine d'assemblage final devait être à Châteauroux. L'armistice viendra pour couper véritablement le projet et il ne verra jamais le jour sur le sol européen. Seuls 30 exemplaires seront assemblés, demeureront aux États-Unis. Le char FCM2C, lui, étant commandé à 600 exemplaires, donc FCM pour chantier et forge de la Méditerranée, forge et chantier de la Méditerranée, pardon, était une entreprise de construction navale située à la Seine-sur-Mer, avait d'ores et déjà construit 10 châssis à l'armistice. C'est-à-dire, et c'est ce qui va motiver la décision de l'état-major de ne conserver que ces 10 châssis et de ne confirmer la commande que pour ces 10 derniers. Le FCM2C, un char qui est arrivé trop tard pour la Première Guerre mondiale et malheureusement trop tôt pour la Seconde. Le bataillon de chars FCM, lui, sera sabordé sur la ligne de chemin de fer qui le repliera du front. Le FCM2C apporte pourtant de véritables innovations techniques telles que la propulsion électrique qui était assurée par des moteurs, le tout alimenté par un moteur thermique. C'est en quelque sorte, ça me permet de dire, le premier char hybride. Tout de suite, je tiens à couper court en parlant du FCM2C à un mythe qui dure depuis quelques années, selon lequel le char numéro 99, qui aurait été fait prisonnier en 1940, serait toujours quelque part en Russie. Même nos homologues de Kubinka et plusieurs autres musées n'ont aucune trace de cet engin. Donc je resterai pragmatique et je conserve seul comme témoignage du FCM2C les 2 Bogie Trucks qui sont actuellement dans la réserve du musée de Saumur et qui sont les derniers témoins de la vie de ce char un peu exceptionnel. Vous allez me dire les Allemands, eux, voient ces termes balbutiantes et n'y croient pas. L'état-major est dubitatif et surtout la production de plaques de blindage sert avant tout à l'armement de la marine. Ils ne restent cependant pas inactifs car ils vont réutiliser les chars britanniques capturés et c'est la première apparition du char Boite, du char de prise. Ils captureront quelques chars français mais qu'ils garderont en fin d'étude. Citons enfin un char de production purement allemande, le char A7V, qui lui connaîtra un destin à l'image de sa motorisation et surtout de ses suspensions, très embourbé car il n'arrivera jamais à subvenir aux espérances que l'état-major allemand plaçait en lui. Le seul exemplaire encore vivant du A7V n'est pas en France, désolé, vous ne le verrez pas à Saumur, mais il se trouve en Australie. Donc, l'histoire balbutiante de l'arme blindée allemande s'arrête en 1918 avec les accords de Versailles. Est-ce une chance ou une malchance pour les Allemands? J'essaierai de développer succinctement un peu plus tard dans mon propos. Mais pour les Français, l'histoire continue. Et en 1918, donc, tous les projets d'amélioration des chars existants sont stoppés.
Il reste sur le parc français à peu près 3000 chars FT, 10 FCL2C. Les Schneider et les Saint-Chamond, eux, les chars moyens, ont été, on va dire, sacrifiés sur l'autel de l'armistice. Et va apparaître un engin assez particulier, le char Mark 5 étoiles. Pourquoi je vous parle de ce char britannique, de ce tank britannique plus exactement? C'est que toujours dans l'hypothèse de l'offensive, des grandes offensives de 1919, les chars Saint-Chamond et Schneider étant à bout de souffle, l'état-major français se retourne vers son allié pour combler le segment du char moyen. Après diverses discussions avec le ministre des Munitions, qui n'est autre que Winston Churchill, le général Etienne souhaite avoir le dernier modèle de char britannique, le char Mark 5 2 étoiles. Or, les Britanniques le gardent jalousement et ils ont quelques problèmes de production. Donc, ils ne peuvent le fournir à leur allié français. Ils leur proposent, dans leur grande bonté, des chars Mark IV. Le char Mark IV est le char standard de bataille de l'armée britannique durant la Première Guerre mondiale. Et l'argument de nos amis anglais est très simple. Dit, nous vous procurons un char éprouvé au combat. Certes, un char éprouvé au combat, mais des chars déjà usés. Il est contre la volonté du général Etienne, qui souhaite avoir un corps, et surtout des chars neufs. La solution va venir avec un compromis trouvé sur le char Mark V, une étoile, qui n'est autre qu'une version rallongée du char Mark V. Engin qui, déjà, de par conception, était, passez-moi l'expression, un peu bancal, va se révéler aussi à l'usage, tout aussi malaisé. Il intègre l'armée française en 1918 et il sert au sein des groupes de chars moyens. Ces groupes de chars moyens, durant les années 20, vont prospérer et surtout vont en quelque sorte embourber la doctrine. Parce que les capacités des tanks britanniques n'étant pas exceptionnelles, le tout conjugué à une conjoncture économique morose ne va pas inciter à développer de nouveaux modèles de chars, il va même impacter la doctrine. C'est-à-dire que cette doctrine du char moyen ne verra pas le jour avant 1940. Tout cela parce que au moment où nous aurions pu faire évoluer cette doctrine, le modèle d'engin en usage se révélait complètement inutile. L'EFT. Grande question. Notre fidèle char de la Victoire est en effectif pléthorique dans l'armée française, mais déjà un char dépassé. 7 tonnes, un blindage boulonné. Donc le principal inconvénient du blindage boulonné est que lorsqu'il est frappé, même s'il n'est pas percé, les écrous de l'autre côté du blindage deviennent des projectiles et tuent les équipages. Ce qui est tout de même regrettable. Donc l'état-major cherche à remplacer ce Renault FT tout en conservant le concept, c'est-à-dire avoir un char d'accompagnement d'infanterie à 2 hommes. Plusieurs concours sont lancés et apparaissent notamment le Renault F35, le Hotchkiss H35 et le FCM 36 que vous avez à l'écran. Le souci dans le développement de ces chars légers est qu'il n'y a pas de cohérence d'ensemble dans la gamme. Les commandes sont passées pour un certain nombre d'engins. Dans le cas du FCM 36, c'est 100. Le Hotchkiss est commandé aussi à un nombre d'exemplaires limité. Et le F35, lui, connaîtra une fortune un peu plus conséquente avec 1500 exemplaires produits. Ceci pose des problèmes de formation des équipages, des problèmes de logistique aussi. Donc, il faut bien avoir aussi en tête que l'armée française des années 30, celle qui sert ces engins durant la période de conscription, est une petite armée. Et en cas de mobilisation, nous ferions appel à la réserve. Donc, multiplier le nombre d'engins, ça fait multiplier le nombre de compétences à acquérir aussi pour ces futurs réservistes. Ces engins sont à la pointe de ce qui est la technologie de l'époque, c'est-à-dire des blindages moulés pour le Hotchkiss et le R35, et un blindage mécano-soudé pour le FCM36 que vous avez à l'écran. La particularité de ce dernier est aussi d'être doté d'un moteur diesel. C'est le premier. L'avantage du diesel est qu'il procure une protection incendie plus conséquente
car il est plus difficile d'enflammer du diesel que de l'essence. Bémol, en revanche, l'armement est prévu d'être récupéré sur les antiques Renault FT. C'est-à-dire que vous mettez sur un châssis et un blindage moderne et neuf un canon qui a déjà une durée de vie parfois longue, et des canons qui vont armer ces nouveaux chars qui seront parfois d'ores et déjà dépassés. Le segment du char moyen, lui, se développe dès 1921 avec les prototypes SRB qui vont donner avec une certaine lenteur naissance au char B1. Le char B1 qui va se retrouver sous sa forme B1 bis durant le second conflit mondial. En parallèle, vont se développer aussi les chars Renault D1 et D2 qui, eux, répondent, là encore une fois, à un segment de compromis entre le char léger et le char lourd que représente le B1. Bref, nous arrivons à la veille du second conflit mondial. L'armée française est dotée d'une arme blindée, principalement dotée d'engins d'infanterie, dont j'ai parlé, mais aussi d'engins de cavalerie, dits de découverte. Et en cela, je pense au Saumur AS-35. Ceux qui, parmi vous, regardez le défilé du 14 juillet cette année, auront pu bénéficier du spectacle avec un B1 bis et le Saumur AS-35 des collections du musée, qui, je tiens à le rappeler pour ces deux exemplaires, sont les deux seuls roulants encore au monde. Nous arrivons tranquillement donc à 1940. 1940, la campagne voit s'affronter donc les chars français dont j'ai parlé face au corps blindé allemand. Il faut bien garder à l'esprit que ce corps blindé allemand, malgré ce que dit la propagande, n'est pas aussi mécanisé, n'est pas aussi puissant qu'il n'y paraît. Le principal char de bataille est alors le Panzer II que vous avez à l'écran. Le char Panzer II est un engin qui a été développé avant la guerre de manière secrète pour réarmer l'Allemagne. C'est un segment que nous qualifions en France d'automitrailleuse de reconnaissance. C'est un segment qui est couvert dans nos armées par la MR33 et la MR35. Il a un canon de 2 cm qui est relativement efficace en version mitrailleur, mais sa principale caractéristique est sa mobilité accrue et sa tourelle à 2 hommes. Et c'est bien là où, en fait, le bât blesse dans la conception des engins français. C'est que nous avons des engins qui sont généralement bien armés, très bien blindés, véloces dans le cadre du Saumur AS-35, mais où le chef de char, lui, est dans une tourelle monoplace, et donc le cerveau, qui est le chef, doit à la fois recevoir les ordres, donner des ordres, parfois donner des ordres aux autres chars, et aussi servir son armement tout en observant le terrain. Bref, trop de missions pour un seul homme. Mais ce défaut de conception est assumé par l'armée française, car la majorité de ces chars sont des engins d'accompagnement d'infanterie. Ils ne sont pas voués à travailler en autonome, mais bien en lien et surtout sous la coupe d'un chef de l'infanterie. Ce sont des engins d'appui. Là où la doctrine allemande est plus novatrice, c'est qu'ils conçoivent les chars de bataille comme un corps autonome et décisionnel, corps autonome, mais aussi du point de vue décisionnel. Et en fait, cette révolution du char allemand vient peut-être du fait que les clauses du traité de Versailles ne prévoyaient pas de corps blindé allemand. Nous avons, comme je vous l'expliquais pour le Mark V, peut-être payé la victoire et surtout le nombre pléthorique d'engins que nous avions en stock, ce qui a en quelque sorte bridé d'un point de vue économique et intellectuel l'effort de renouveau et de suivi de l'évolution de la doctrine et des chars français. Le second conflit mondial va aussi voir apparaître un segment de chars, dont voici un exemplaire, le char Panzer III, mais aussi le Panzer IV, qui vont se révéler cette fois, d'un point de vue de la conception, des petits bijoux d'ingénierie, car très adaptables. Pourquoi je dis adaptables? Car ces châssis, Panzer III et Panzer IV,
vont, de 1940 à 1945, connaître une grande fortune de combat, soit en chars de combat, soit en engins d'accompagnement. Et c'est véritablement tout l'art des Allemands d'avoir su faire évoluer leur arme blindée au gré des circonstances. Voici donc à l'écran le Panzer IV du musée des blindés. Je tiens à préciser aussi que cet exemplaire est roulant. Celui-ci, comparé à son aïeul de 1940, est doté d'un armement toujours plus puissant et supporte très bien les différentes évolutions, notamment en termes de protection. Mais il faut savoir que dans le cadre du combat, la course à l'ingénierie, la course aux ingénieurs et à l'innovation fait rage. C'est ainsi que rapidement, en réaction, et comme vous le voyez, mise en situation au musée des blindés, le T-34 apparaît. Nous sommes ici sur une version de T-34 après-guerre, mais je m'attacherai surtout ici à parler du T-34-76. Le T-34-76 apparaît très tôt et se révèle tout de suite très coriace pour les Allemands. Nous sommes face à un engin simple, en motorisation diesel, et qui lui aussi va supporter les évolutions. J'en veux pour preuve cette version en canon de 85, mais aussi des versions en Su-100, en automoteur. Petite anecdote, cette fois, revenons un peu sur la vie des équipages, et il faut quand même avoir conscience que les Russes vont aussi intégrer des femmes au sein de leurs équipages, combattants, voire parfois dans des fonctions de commandement. Donc, je citerai, j'ai à l'exemple deux tankistes russes, dont Alexandra Samoussenko. Alexandra Samoussenko va commencer sa carrière comme pilote sur T-34, gravir tous les échelons, devenir chef de char, et sera tuée en avril 1945, à 70 km de Berlin, en tant que commandant second d'une unité de blindés. Donc, voilà. Là-dessus, les Russes se sont montrés novateurs, car les autres pays n'avaient encore jamais osé pratiquer la féminisation des équipages. Un autre exemple aussi est celle d'une opératrice de télécommunications qui, à la mort de son mari tué au front, décide de vendre l'ensemble de ses biens pour construire un char. Elle souhaite le piloter, ça lui est refusé par les autorités. Elle intercède directement auprès de Staline, obtient gain de cause, et elle aussi connaîtra un destin tragique aux manettes de son engin. Citons encore, cette fois, en parlant de action-réaction du point de vue de l'ingénierie, le char Panther. Le char Panther est en quelque sorte le T-34-76 allemand. Il faut bien avoir conscience que les premiers prototypes Maybach ressemblent furieusement au T-34, et c'est pour cela qu'ils sont refusés, car l'état-major a peur de la méprise et que les équipages ou les fantassins ne fassent pas la différence entre les engins allemands et russes. D'où le design un peu plus épuré. La différence majeure entre les deux est que le Panther est un engin complexe, difficile à maintenir en condition et qui nécessite un équipage très entraîné. Cela n'en demeure pas moins un char tout de même très intéressant parce que doté d'une capacité en canon de 75 mm qui perce quasiment tous ses adversaires sauf les plus lourds, le KV-1 et le KV-2. Nous remontons toujours, je parle de KV-1 et de KV-2 d'engins surblindés, revenons au vieux principe du boulet et de la cuirasse, et pour répondre à cela, l'apparition de nouveaux chars, et notamment du char Tigre. Ici, l'exemplaire du musée des blindés, armé d'un canon de 88 mm, son but est de toujours percer les cuirasses, toujours plus épaisses et toujours plus loin. Cependant, le char Tigre porte en lui les germes de la défaite. Un engin, encore une fois, complexe à construire, difficile à maintenir et trop lourd. Revenons sur notre triptyque du char. Là, le feu et la protection ont été trop mis en avant vis-à-vis de la mobilité. Donc, ce sont des engins qui sont très consommateurs de carburant, qui sont lents, qui vont se révéler peut-être bons pour une guerre à l'Est, avec des compartiments de terrain très, très grands, mais qui, sur le front de l'Ouest, avec des petits compartiments de terrain, et surtout une prédominance de l'aviation alliée,
se montrer en deçà des espérances. Venons-en tout de même à nos alliés américains et avec une réponse là-dessus, parlant toujours du combat du boulet et de la cuirasse, une réponse intéressante apportée par le char TDM-10. Le char TDM-10 est conçu d'emblée comme un casseur de char. L'ensemble des boulons que vous pouvez voir sur la caisse sont prévus d'origine pour pouvoir recevoir un blindage supplémentaire. Donc, nous étions véritablement dans un engin qui était destiné à aller au contact. Engin destiné à aller au contact, mais mal aimé des équipages. Mal aimé des équipages, car dans la tourelle, une imposante culasse et 4 hommes se partagent l'espace. Le gros problème, nous dirons aujourd'hui, d'ergonomie. Le TDM-10 a une fortune particulière dans l'armée française, car c'est le char de Jean Gabin. Jean Gabin souhaite s'engager dans la libération de la France, mais il pose des problèmes à l'état-major, car c'est déjà une star à l'époque, et le char TDM-10 de Jean Gabin restera toujours un peu en arrière des combats, protégeant son hôte de marque et servant principalement des fins de propagande. Je vous propose un petit bond dans le temps et pas si petit que cela. Restons en 1944 et changeons de prisme. Revenons sur la dimension française et surtout prenons bien en considération le principe d'indépendance nationale. Le char est un élément important d'indépendance nationale. Le pays qui est capable de produire un engin, de concevoir et de produire un engin, est un pays qui dispose de plus d'avantages stratégiques qu'un pays qui est obligé de s'approvisionner ou d'en acheter auprès d'une puissance étrangère. Et c'est bien là la volonté du général de Gaulle et du gouvernement provisoire de se libérer de la tutelle américaine et de concevoir des blindés français dès la libération. Ceci va donner naissance à l'ARL 44. L'ARL 44 est un engin, c'est en quelque sorte un hybride entre le char B1, dont il reprend l'ensemble du châssis, et le char Tigre, dont il reprend l'architecture de la tourelle. Nous pouvons faire le raccourci assez aisément en parlant de Tigre à la française. Ce Tigre à la française, comme je l'ai expliqué pour le Tigre 2, souffre exactement des mêmes problèmes de conception et d'une sous-motorisation. Difficile à concevoir et à mettre en œuvre, il ne sera le héros que d'un seul défilé du 14 juillet, celui de 1951. Défilé du 14 juillet 1951 qui est particulièrement intéressant car c'est en quelque sorte le défilé de l'arme blindée française rêvée mais qui ne verra jamais le jour. Nous y verrons l'AMX 50, l'automoteur Foch, qui sont tous des projets avortés. Tous ces projets se nourrissent de l'ingénierie allemande et la direction d'études et des fabrications créée en 1945 traque véritablement les blindés, alliés comme ennemis, pour en tirer le meilleur et concevoir des engins. C'est pour cela que vous retrouvez tout de même une certaine similarité sur le train de roulement et les chenilles entre l'AMX 50, que vous pouvez voir au musée des blindés de Saumur, et le char Panther ou le char Tigre. Cette volonté d'indépendance nationale va donner naissance à plusieurs projets et l'un des plus intéressants est celui qui a eu une fortune opérationnelle la plus complète est l'AMX-13. Le char AMX-13 est issu d'un programme de l'immédiate après-guerre, l'AMX-12, qui devait être un char aérotransportable. Cette dimension étant plus en compte, le projet AMX-13 va continuer à se développer en parallèle du projet AMX-50 dont je vous ai déjà parlé, mais le projet du grand frère étant tellement lourd, ne verra pas le jour, mais le petit frère va se nourrir du grand. C'est ainsi que va naître le concept de tourelle oscillante. Alors, en quoi est-ce véritablement une nouveauté ? C'est une nouveauté car le canon est fixe au sein de sa structure. Ce côté un peu rigide permet toutefois d'installer un barillet qui permet d'une part d'économiser un membre d'équipage, le chargeur, et d'autre part d'augmenter la cadence de tir. Tout ceci se fait au détriment d'un déport de l'articulation du canon
par une articulation complète de la tourelle. Alors, cette solution novatrice dans l'immédiat après-guerre pose toutefois un problème dans le cadre de la guerre froide, car elle n'assure pas l'étanchéité au gaz, et le vecteur gaz et NRBC en général est un facteur prédominant dans les combats de la guerre froide. Vous pouvez voir sur la photo à l'écran que pour tenter de remédier sur les dernières versions à ce manque d'étanchéité, de la toile est insérée. C'est un pis-aller, et la MX-13 ne connaîtra pas véritablement d'utilisation doctrinale à l'Est. Toutefois, il connaîtra une vente en Israël et il servira durant la guerre des 6 jours. Pourquoi je vous parle de l'Israël et de la guerre des 6 jours? C'est que l'architecture de la MX-30 va inspirer cette fois, pardonnez pour le petit saut, le char Merkava. Donc, je vous ai dit, une petite digression cette fois consentie. Le point commun entre nos deux engins sont une motorisation à l'avant. Revenons toujours sur notre principe de triptyque. Le choix de la protection ici est allié au choix de la mobilité. C'est-à-dire que le moteur est considéré comme un élément de protection. Ceci sert principalement à préserver l'équipage. Et dans le concept israélien, il est poussé à son paroxysme, car Israël étant un très petit pays, ayant peu de ressources humaines, la vie primant sur le matériel, ils assument parfaitement de perdre l'engin, mais que l'équipage soit sauf. Autre caractéristique du Merkava, le déplacement de ce moteur à l'avant permet d'ouvrir, cette fois, une trappe à l'arrière, qui permet de donner une polyvalence au char, voire une capacité d'évacuation des blessés. La dominante NRBC. La dominante NRBC, comme je vous l'ai dit, est prégnante durant les combats de la guerre froide, mais la volonté aussi d'une défense européenne. Ainsi, au début des années 60, naît l'idée de concevoir un char franco-allemand. Sujet d'actualité avec le MGSC. Là, cette fois, nous sommes en 1960. Français, Allemands et plus tard Italiens se mettent autour de la table pour concevoir un engin en commun. Dans le tri et dans la répartition technologique, les Allemands sont en charge du châssis, les Français de la tourelle et de la conduite de tir. Néanmoins, en 1963, nos alliés se retirent du projet et décident cette fois de nouer un partenariat avec les Américains. De ce char, donc en quelque sorte un Pepper Panzer franco-allemand, va naître 2 engins qui auront chacun les défauts et les qualités inverses de son frère. Je m'explique. Le Léopard 1 en Allemagne et la MX-30 que vous avez ici dans sa version B2 à l'écran disposeront l'un pour l'allemand d'un très bon châssis, mais d'une tourelle et d'une conduite de tir déficiente, ce qui va qui va conduire à des évolutions très rapides du Léopard 1 et à son remplacement relativement rapide par le Léopard 2. Et les Français, eux, vont avoir quelques déboires sur la conception du châssis AMX-30, qui ne sera véritablement pérennisé qu'avec la version AMX-30B2 que vous avez ici à l'écran. Comme je vous l'ai dit, la conception d'un char est une nécessité, est une volonté d'indépendance nationale, et l'aventure se poursuit dans l'armée française avec le développement du char Leclerc. Néanmoins, le char Leclerc va représenter un bond technologique, et de l'avis de tous mes camarades tankistes, passer de la MX-30 au Leclerc, c'était passer de la 2 chevaux à une voiture moderne. L'intégration de l'électronique a fait que cela a fait changer beaucoup le mode d'action des équipages. Ceci m'amène à parler d'un engin que vous voyez ici en toile de fond, derrière notre Leclerc, la MX-40 et la MX-32, qui sont en quelque sorte les chaînons manquants dans l'évolution. Ils serviront de base à diverses évolutions. La MX-40 que vous voyez ici est un engin destiné à l'export, mais qui sera toujours un peu boudé, car n'ayant jamais été adopté par l'armée française et n'ayant jamais servi au combat. À cela, je vous ramène au cas du Rafale, qui, tant qu'il n'a pas fait ses preuves en Libye, n'a pas connu véritablement de vente à l'export. Cette conférence
un peu rapide, je vous l'avais dit en propos liminaire, s'achève sur l'image du Duroc, qui est l'un des 3 démonstrateurs du char Leclerc. Le Leclerc, pour sa part, continue son évolution avec une version Leclerc revalorisée intégrée au système Scorpion pour être interopérable avec le VBCI, le Griffon et le Jaguar. Toutefois, dans la conception d'un engin blindé, il est important toujours d'avoir un coup d'avance. Et comme je vous le disais en parlant du cas Léopard 1 à MX-30, le lancement dernièrement du projet MGCS devrait voir l'apparition du char de combat du futur pour l'armée française et l'armée allemande normalement, aux environs à l'horizon de 2035. Donc notre Leclerc ici à l'écran a encore une quinzaine d'années devant lui de service, d'évolution en lien entre les industriels et les utilisateurs. Donc voici un siècle qui est rapidement passé. Que retenir? Que le véritable porteur du concept de char apparaît avec le Renault FT. Donc rappelez-vous, compartimentation de la caisse, train de roulement extérieur tourelle, regardons le Duroc, tout y est. Ce sont des engins qui répondent à chaque fois à la nécessité du combat, qui évoluent avec lui. Donc c'est pour cela qu'il a étudié aussi l'emploi de drones en complément du char et aussi l'emploi de blindage moderne. C'est un engin en perpétuelle évolution qu'il faut maintenir en perpétuelle évolution. C'est un engin fragile qui demande beaucoup de maintenance. C'est une exigence économique, doctrinale, mais qui, dans le cadre actuel de la vision du chef d'état-major de l'armée de terre et d'un retour à l'entraînement au combat de haute intensité, trouve encore aujourd'hui toute sa place. Merci d'avoir suivi cette conférence et nous allons pouvoir désormais laisser place à une séance de questions-réponses. Alors, une question de Monsieur Lecoq. Pourquoi cette forme de chenille surdimensionnée à l'avant pour le FT? Quel en était l'intérêt? L'intérêt est très simple. Comme je l'ai expliqué, sur les modèles précédents, les chenilles étaient sous le châssis. Et donc, prenons l'exemple de Matas, le fait d'avoir des chenilles dessous embourbe très rapidement. L'avantage du FT est d'avoir des chenilles qui dépassent la coque, un peu comme la hanse de Matas. Et le fait de dépasser de la coque permet de mieux appréhender le terrain, de mieux mordre sur le terrain et faire avancer l'engin. Voilà. Pourquoi avoir des chenilles larges aussi? Et ça, vous pouvez le voir sur le T-34 notamment, par rapport au char allemand, c'est que plus votre chenille est large, plus vous diminuez votre pression au sol. Si vous diminuez votre pression au sol, vous tenez sur un sol meuble. Vous pouvez faire aisément l'expérience. Enfoncez votre doigt dans du sable, il va s'enfoncer. Enfoncez votre poing dans du sable, ce sera un peu plus dur. Le principe demeure le même. Ah, une question de Ludwig von Landau. Un avenir pour les chars, où vont-ils finir dans l'oubli? Certains pays ont complètement renoncé aux chars de combat. Je pense notamment aux Canadiens. Le Canada étant un pays enclavé entre les États-Unis, pourquoi entretenir un corps blindé expéditionnaire alors que, pour des raisons budgétaires, on se replie sur le territoire national? Donc nos amis canadiens ont choisi de ne pas conserver de corps blindés lourds, car trop cher à entretenir pour leur doctrine d'emploi. Mais je crois vraiment aux chars de combat français. Ah, une question d'Éric de l'Ouest. Une idée de ce qui remplacera le Leclerc? Je vous invite à taper MGCS dans votre moteur de recherche préféré, où vous verrez les premières esquisses. Pour l'instant, nous en sommes au niveau du concept, comme nous étions au niveau du concept Leclerc en 1978. Si à l'occasion d'une prochaine conférence, j'ai à m'appesantir sur le cas du Leclerc, j'aurai l'occasion de vous présenter des maquettes, des avant-projets qui sont, il faut l'avouer, complètement différents du résultat final.
Donc, je vous laisse tranquillement découvrir le concept. Alors, une autre question concernant l'apparition des systèmes électroniques, enfin leur généralisation. En France, ça arrive clairement avec le Leclerc. Donc, c'est pour cela que je parlais de rupture technologique entre l'AMX30B2 et le Leclerc. Ouais. Il faut tout de même garder à l'idée que le char étant un engin évolutif, les premiers systèmes électroniques arrivent avec l'optronique. L'optronique, c'est la capacité de vision de nuit. Et ceci se présente sous la forme de caméras qui se placent, qui se greffent sur la tourelle, et qui permet de faire évoluer l'engin. L'optronique, les premières générations d'optronique, notamment en vision de nuit, sont attribuées aux Allemands en 1940. Ah, alors là, désolé Ludovic Livna, le char de dépannage M32 des écoles de Saint-Cyr-Côte-Quidan, il est peut-être dans mes réserves, mais je n'ai pas le dossier devant les yeux, désolé. En revanche, je vous invite à venir le voir. Une question de Fred Kalp, quid du T14 Armata? Une belle bête quand même, hein, faut l'avouer. Une belle bête qui, pour nous, Européens de l'Ouest, est inconcevable. Parce que, vous l'avez vu sur Leclerc, nous sommes sur un engin qui est assez ramassé. Et tout ceci pour une question simple de gabarit ferroviaire. Et notre T14 Armata, lui, a des dimensions hors normes parce qu'il s'affranchit allègrement de cela. Point intéressant tout de même au niveau du T14, c'est que c'est l'un des premiers engins de combat opérationnels à être doté d'une tourelle inhabitée. La protection de l'équipage est complète en caisse. Donc vous pouvez vous permettre d'être ce que l'on appelle en défilement de tourelle, c'est-à-dire d'avoir vos organes de tir cachés derrière un mouvement de terrain. Votre équipage est complètement protégé par la terre, par le blindage. La tourelle pendulaire de l'AMX-13 est-elle un défaut? La vitesse de ce char aussi. Dans les conditions de l'époque, la tourelle de l'AMX-13 n'est pas un défaut, c'est une innovation. C'est une capacité de tir accrue et de vitesse de tir accrue. Et l'AMX-13 étant conçu comme un char léger, le choix, toujours dans mon triptyque, le choix a été fait de la mobilité et du feu. Donc, le blindage moindre sur la MX-13 est un défaut consenti, car nous sommes sur un engin léger, destiné à se déplacer rapidement et à prodiguer des feux rapidement. Donc, ce n'est pas un défaut, c'est un engin qui répondait aux conditions d'usage de l'époque. Une question intéressante, pourquoi les chars allemands avaient-ils choisi des moteurs à essence et pas du diesel? Alors que pourtant le diesel est connu aussi dans l'armée allemande. Le développement du moteur diesel lourd a été long, a été très long et les moteurs n'étaient pas fiabilisés. Donc c'est pour ça qu'ils ont préféré rester sur des choses fiables. Je le mets bien entre guillemets parce que la fiabilité d'un moteur de Tigre 1 et Tigre 2 est toute relative. Et aussi pour des questions d'approvisionnement, car plus vous avez de modèles différents de carburant dans vos chars, plus vous devez avoir de chaînes logistiques différentes. Ah, une question de Patrick Thureau. Quel était l'armement du Renault FT? Donc, un canon conçu spécialement pour lui, dérivé du canon de 37 mm d'infanterie. Alors, la légende voudrait qu'il ait été conçu en une nuit dans les ateliers de Louis Renault. Je n'ai rien trouvé dans les archives qui contredisent cela. Donc, je perdure dans ce mythe-là qui me plaît bien. Il y avait aussi une tourelle armée d'une mitrailleuse Hotchkiss de 8 mm. Il a été prévu, ça vous pouvez le découvrir dans mon ouvrage avec Paul Vidatou, un équipement en canon de 47 mm dès 1918 qui est abandonné du fait de l'armistice. Et toujours dans un cadre de rétrophie, donc la rétrophie, on parle d'amélioration du Renault FT, l'intégration d'une mitrailleuse moderne en 1931 est voulue, ce qui va donner naissance au FT 31, qui apparaît plus en 1935 qu'en 1931.
Une question de Laurie Gelin sur les nouveaux types de blindage dans le futur. Ça va dépendre de contre quoi ils devront se défendre. Est-ce que ce sera une flèche, comme c'est toujours le cas, une charge creuse, comme c'est le cas dans les armements portatifs, des nuages de drones? Voilà. Et en cela, le blindage, à mon sens, le blindage du futur devra être passif, c'est-à-dire traditionnel, et actif, avec cette fois des contre-mesures pour pouvoir s'adapter à la menace. Mais véritablement, les nouveaux types de blindage répondront aux nouveaux types de menaces. Et pour ça, c'est là toute l'évolution du char. Une question de François Liénard sur la tendance à avoir de moins en moins de personnes embarquées et de plus en plus de drones. C'est effectivement la tendance. Moins de personnes embarquées, c'est moins de personnes tuées en cas de coup au but, mais c'est aussi moins de personnes informées. L'information a un coût. C'est aussi un nombre égal de personnes formées, plus de chars armés. Et effectivement, le drone apparaît comme un complément dans le cadre du combat char à char ou dans le cadre de l'observation du char au-delà des vues. Ah, une question. Ludovic Yvna, on vous a déjà eu, merci de vos questions. Le prochain chantier de restauration, là je me retourne vers Adrien, doit-on vraiment donner une breaking news aujourd'hui? Allez, lançons-nous sur le temps long et parlons de 2024. Tous les aficionados du char, quand je leur dis 2024, pensent 80e anniversaire du débarquement. Il me semble avoir vu au fond des réserves un Sherman Duplex Drive en souffrance. Voilà. Alors peut-être pas flottant, mais au moins un beau Duplex Drive avec des belles jupes remis dans son nez. C'est un Duplex Drive M4A1 américain. Je tiens à le préciser. Donc, est-ce que j'ai l'un des derniers exemplaires qui est survécu à Omaha? Un Utah. Suivez la restauration et la page Facebook et lorsque nous trouverons le numéro, on vous donnera l'histoire du char. Une question de Favi Rémy sur le temps d'avance des Russes avec le T-14 Armata et le char Leclerc, le remplaçant du char Leclerc. Temps d'avance, oui, probablement, parce que déjà, ne serait-ce qu'en termes de concept, le fait d'avoir ramené l'équipage en caisse, c'est novateur. Le prototype du char Leclerc, le prototype du remplaçant du char Leclerc, pour l'instant, de ce qui a fuité, nous serions effectivement sur un engin qui aurait aussi l'équipage embarqué à l'intérieur. Peut-être une nouvelle génération de chars à venir. Une question de Jean-Pierre Ribal. L'AMX-30 a-t-il servi en combat? Alors, l'AMX-30 a été créé pour la guerre à l'Est, la trouée du Harz, cassée du T-55, du T-62 soviétique. Et il connaîtra le combat dans le désert en 1991 lors de la guerre du Golfe. Et c'est bien là toute l'adaptabilité et l'évolution de nos chars. C'est cette polyvalence qui fait que c'est un matériel qui a quand même connu une certaine longévité dans l'armée française. Donc oui, il a bien servi au combat durant la guerre du Golfe. Ah, j'y m'attendais à cette question. Monsieur Loïc Jacquemin, d'après vous, quel est le meilleur char? Chacun a un avis différent. C'est comme l'art, chacun a un avis différent, les goûts et les couleurs. Tout dépend de ce que vous appelez meilleur char, le plus blindé, celui qui répond le mieux aux attentes des chefs, le plus beau, peut avoir une considération esthétique aussi. Bon après, je ne vous cache pas que ma préférence revient tout de même au char FT. Une question de monsieur Pierrot Gourmand. Les réserves du musée sont-elles visitables? Oui, une fois par an, lors du concours de maquette. Donc, si en plus vous êtes modéliste, je vous incite à vous inscrire, à participer et à visiter nos réserves dans le cadre de ces journées un peu particulières où passionnés de l'échelle 1 que je suis rencontre les passionnés généralement du 35e
autour d'une journée conviviale et où les meilleurs sont récompensés. Une question de Charles VI sur la revalorisation d'une partie du matériel blindé obsolète soviétique. Est-ce que ce serait envisageable en France? Pour l'instant, nous sommes sur des plans de renouvellement du parc. Ouais. En revanche, comme j'ai dit dans mon propos, les engins évoluent avec le temps. Donc, vous parlez de revalorisation? Non. Moi, je vous parlerai d'évolution du parc français. Une question d'Erwan Jolivet sur les capacités du Saumur S-35 de pouvoir percer les chars Panzer III parce que 47 mm, ça lui semble un peu petit. Effectivement, ça peut paraître 47 mm de diamètre, ça peut paraître petit. En revanche, pour l'époque, nous sommes sur de l'armement anti-char lourd. Voilà. Les Allemands, en face, utilisaient en 37 mm. C'est là, encore une fois, il n'y a pas que l'obus à prendre en compte, il y a aussi la charge et la résistance. Alors, une question de Corentin Minaroli. Pourquoi trouve-t-on beaucoup de modèles différents dans l'armée française des années 30 plutôt que de privilégier une production massive mais de diversité limitée? Très bonne question, car c'est ce que nous cherchons tous à faire, c'est-à-dire avoir au moins une base de chars commune pour améliorer nos flux de logistique et de maintenance. Les programmes de chars des années 30 sont, il faut replacer ça dans le contexte économique et politique, soumis à approbation du Conseil, et c'est pour cela qu'on part sur de très petites séries. Le temps passe, l'évolution aussi, de nouvelles autres petites séries sont commandées, et de ce saupoudrage de modèles et de décisions politiques, parce que le militaire reste tout de même subordonné aux politiques, va naître cette mosaïque de modèles. Ah, une question de Damien Charlier, mais il me semble que je vous connais, Damien Charlier. Mais je vous aime bien. L'AMX-30 est-il toujours en service? Oui, oui, oui. Mais maintenant, il fait l'ennemi. Alors, il fait l'ennemi dans le cadre des centres d'entraînement de l'armée française. Voilà. Car vous ne le direz pas aux gens qui sont sur Leclerc, apparemment, il fait des choses que Leclerc ne peut pas faire. Une question de Jean-Jean sur les capacités du B1 bis à détruire du char allemand et avait-il des défauts? Alors, capacité, oui, avec un canon de 47 mm qui était performant. Le canon de 75 mm en casemate était tout de même un peu plus difficile à utiliser dans le combat. Le B1 bis avait-il des défauts? Oui. Oui, clairement. C'est un engin dont la conception et l'architecture remontent à 1921. Donc en 1940, sa conception avait déjà 19 ans, ce qui est énorme en termes de blindés. C'est un engin qui était monté en blindage boulonné sur cornière, donc, avec les défauts dont je vous ai déjà cités. Non, c'était un engin qui n'était plus dans le coup, donc qui a très bien fait son job, mais l'un de ses défauts majeurs, c'était une consommation excessive et sa tourelle monoplace. Une troisième question de M. Ludovic Yvna sur le Saumur S-35 était-il meilleur que le B1 bis? En fait, oui et non. Parce que le B1 bis est un char d'accompagnement d'infanterie et le Saumur S-35 est un char de cavalerie. En fait, ils ont deux missions différentes. C'est comme si vous me demandiez de comparer une pomme avec une poire. C'est tous les deux des fruits, mais ils n'ont pas la même destination. Bon, je suis volontairement provocateur avec mes exemples de fruits, mais voilà. Il faut tout de même avouer que le Saumur S-35 étant d'une conception plus récente, il avait un armement, il avait un blindage et une mobilité qui étaient supérieurs au B1 bis. Alors, une question d'Alexis Vladimir. Je suis également intéressé par le sort du H-35 de Sainte-Cécile. Sera-t-il sauvé? Si vous faites référence au H-35 qui est actuellement sur une plage abandonnée, il a été étudié par mes prédécesseurs la possibilité de le récupérer.
Or, les conditions de conservation d'une pièce telle que celle-là dépassent totalement nos capacités financières. Pour faire simple, afin de le conserver dans des conditions optimales, il faudrait pouvoir le retremper dans un bain d'eau de mer et donc le présenter dans un aquarium. Après, est-ce qu'il n'est pas mieux sur la plage, comme témoin d'histoire? Je vous laisse réfléchir à cette question. Une question de Samuel Poirel. Le char est-il toujours utilisé en combat urbain? Oui. Oui. Le combat urbain est toujours un théâtre d'opération pour le char. Voilà, ça s'est vu notamment dans les combats en Syrie. Le char a toujours son utilité en combat urbain, même s'il est plus vulnérable. Une question d'Arthur Engam sur le char super lourd allemand type E100 aurait-il pu faire basculer le cours de la guerre? Alors, avoir un gros char très bien armé, surpuissant, si vous n'avez pas la maîtrise du ciel, bah, vous n'en faites pas grand-chose. Il ne faut pas oublier que le char est un engin vulnérable. Là-dessus, la situation de l'Allemagne à la fin de la guerre, et surtout la perte de tout l'espace aérien. Et ça, vous le comprenez très bien lors de la bataille des Ardennes. Hein. Les Allemands percent le front parce que le plafond est bas, parce qu'il neige, parce que les avions américains ne volent pas. Dès lors où le temps s'éclaircit, les Yabos font leur job. Non, je ne pense pas qu'il aurait pu faire basculer le cours de la guerre. Une question de Hugues Blondeau, savoir si nous avions copié des modèles étrangers de chars durant les années 30, si oui, lesquels? Alors, rapidement, non. À l'époque, nous étions leaders sur la conception et sur l'innovation, et c'est plutôt les Français qui étaient pourvoyeurs d'idées et d'engins à travers le monde. Une question de Cap Rafale sur la production d'un char moderne. Combien cela prend? Alors, la production, si vous parlez de temps de fabrication, je ne sais pas. En revanche, tout ce que je puis vous dire, c'est que pour concevoir un engin nouveau, je prendrai le cas du Leclerc, le Leclerc, avant son arrivée en service à la fin des années 90, 98 ou 99, le développement avait commencé 20 ans auparavant. Donc, il faut toujours, en fait, lors de l'arrivée d'un nouveau modèle d'engin, à son successeur. Vous avez à peine mis sur les rangs un nouvel engin qu'il faut déjà penser au successeur. C'est une course permanente à l'innovation. Ah, la question sur les baies inter dans l'épave qui se trouve dans l'estuaire de la Gironde. Je crains qu'après 80 ans passés dans l'eau de mer, il n'y ait plus grand-chose de nos baies inter. De plus, les conditions de navigation sont exécrables dans la zone. À mon sens, ne risquons pas de vie humaine sur une supposition. Voilà. Donc, priorité à l'humain. Et nous avons, je pense, aux archives ici à Saumur, quelques belles photos de baies inter. Ah, la MX-50 sur BC, peut-il rouler? J'aimerais bien. J'aimerais bien. C'est une belle bête. C'est pas, voilà. Alors techniquement, oui, je pense. Après, il va falloir que nous réorganisions le parcours pour pouvoir le sortir. Voilà. Et, sur la question du déploiement du char Leclerc prévu prochainement, je suis conservateur du musée des blindés, je ne suis pas chef d'état-major des armées. Donc, le Sherman Chéri du 1er régiment de chasseurs. Alors, je ne vois pas de quel engin vous parlez. Donc, je vous aurais bien répondu, mais je n'ai pas de visuel sur l'engin en question. Désolé.
Une question sur la doctrine d'emploi des chars allemands en 39-40. Oui, il y a une inspiration, c'est certaine. De Gaulle en partie. Je penserai aussi au colonel Perret, moins connu, et au colonel Velpri, au général Velpri, voilà, qui sont eux aussi, et je pense, de plus grands artisans du char français d'entre-deux-guerres. Ah, le Tigre 1 va-t-il rouler? J'aimerais bien, encore une fois. Vous savez, je suis pas. J'aime bien les voir rouler. Hein. J'ai gardé ce côté enfant, ce côté cavalier. C'est pas au programme. Voilà. En sachant qu'il y a déjà un exemplaire roulant au Bovington Museum. Je ne dis pas que je leur envie, mais voilà. Le, dans le. C'est pas prévu pour en ce moment, pour aujourd'hui. Mais bien sûr qu'on continue à récupérer de nouveaux modèles. Un musée, ça vit. Un musée vit par les acquisitions. Et l'armée française vit aussi. Donc, c'est tout le travail du conservateur. C'est pas que de vivre dans ses réserves. C'est aussi d'aller sur le terrain. Alors, sur le terrain, c'est dit, hein, d'aller sur les parcs à chars pour sélectionner les meilleurs engins ou ceux qui trouvent les plus représentatifs afin d'intégrer les réserves du musée. Une question sur le Leclerc comparé aux autres chars de combat contemporains. Voilà. Hormis retour d'expérience au Yémen, je vous invite à vous documenter dessus. Je n'ai pas d'autres éléments. Le musée est-il ouvert pendant l'été? Soyons clairs, le musée n'a que 2 jours de fermeture dans l'année, le 1er janvier et le 25 décembre. Voilà. Vous êtes cordialement invités à venir tous les jours de l'année. Il fait peut-être parfois un peu chaud dans le musée en été, un peu froid en hiver, mais ça rapproche l'expérience visiteur de la vie du tankiste. Donc, eh bien, un conférencier me dit que c'était la dernière question. Une bonne soirée à tous et peut-être à bientôt pour une nouvelle conférence du Musée des Blindés.